Interaction. Interaction. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de la 96.2 MHz. Vous êtes bel et bien à l'écoute de 50 la radio et c'est votre tranche interactive que vous avez l'habitude de suivre à 9h. Et bien, nous y sommes puisque c'est un lundi, nous allons commencer la semaine avec de l'intelligence. Comme vous ne l'avez jamais suivi sur Radio 50, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans ce studio et sur ce plateau d'interaction, bien sûr, de sommité de l'intelligence congolaise. Il s'agit du professeur Kamana, dont vous avez l'habitude d'entendre souvent Guillaume Pépin Manjolo évoquer le nom. Le professeur Kamana, c'est lui qui a préfacé mon livre, ainsi de suite. Mais qui est cet homme? Qui est cette intelligence qu'on appelle Kamana? Eh bien, vous allez le découvrir aujourd'hui dans nos studios parce qu'il va répondre à plus d'une question, surtout celles qui se posent tout le temps, tous les jours, les questions liées à la souveraineté, à l'identité congolaise, à la révolte métaphysique et bien sûr aux enjeux internationaux. Les enjeux internationaux, on est tout le temps la proie des menaces occidentales, des puissances impérialistes. Les Congolais crient à la balkanisation, à la guerre de l'eau, ainsi de suite. Eh bien, ce sont là les enjeux internationaux, les enjeux économiques, les enjeux vitaux, s'il faut qu'on le dise ainsi même. Mais bon, comment est-ce que la révolte métaphysique des jeunes Congolais peut-elle faire face à tous ces enjeux? Nous aurons des éléments de réponse avec ces deux intelligences dans nos studios, bien sûr, en interagissant avec vous, auditeurs de la 96.2 MHz. Un seul numéro pour nous appeler et pour entrer en contact en direct de cette émission avec nous, c'est le 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Je m'en vais recevoir nos invités. Nous commençons bien sûr par le professeur Kamana qui fait sa première entrée dans ce studio d'interaction. Bonjour et bienvenue à vous, professeur. Bonjour et merci de me recevoir. Voilà, vous allez entendre cette voix tout au long de cette interaction et vous aurez le temps de poser vos questions. Il est accompagné de Guillaume Pépin Manjolo, un habitué d'interaction. C'est pas mercredi, c'est un lundi. Vous allez être surpris de le voir aujourd'hui parce qu'il vient souvent le mercredi, mais aujourd'hui, il a décidé d'outrepasser ses principes et la règle. Mais bon, ça ne tue personne. Bonjour et bienvenue, maître. Merci, Jérémy. Alors, aujourd'hui, la pensée sera en l'honneur. L'intelligence va étinceler comme d'habitude et j'espère que de cette lumière, les auditeurs seront bel et bien éclairés. Ils vont en profiter pour se ragaillardir, s'armer et bien sûr faire cette révolte métaphysique. Eh bien, professeur Kamana, vous avez eu l'honneur, le privilège de préfacer l'ouvrage de Guillaume Pépin Manjolo intitulé « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Dialogue et raisonnement, ajustement raisonnable ». Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Il y a bien eu d'écrivains, il y a bien eu de, entre guillemets, philosophes, penseurs congolais. Mais pourquoi seulement ce livre de Guillaume Pépin Manjolo? Il y a de textes, quand vous les lisez, vous sentez qu'ils touchent le fond des problèmes d'une société et qu'ils les traitent à un niveau de profondeur et d'intelligence qui couvre non seulement l'ampleur des questions face auxquelles notre société congolaise et notre société africaine sont confrontées, mais surtout qui ouvre de perspectives
utile, indispensable, et qu'il est normal qu'on puisse faire tout le travail nécessaire pour promouvoir ces textes-là et conduire les nouvelles générations à les lire, à les comprendre, à discuter avec l'auteur et surtout à s'impliquer dans une dynamique d'appropriation de la connaissance et de promotion aussi de ce que le Congo a de meilleur à offrir à l'Afrique, au monde d'aujourd'hui. Quand j'ai lu le livre de Guillaume Manjolo, les textes que j'ai eu à main avant qu'il ne soit publié, j'ai éprouvé comme un choc d'être devant un grand texte. Un grand texte qui nous met, nous Congolais, nous Africains aujourd'hui, devant les pathologies contre lesquelles il est impératif que nous nous battions pour les vaincre et assumer une rupture fondamentale afin de créer autre chose. Parce que l'analyse que Guillaume Manjolo fait de nos pathologies montre qu'il connaît la société, notre société, mais aussi qu'il voit bien dans quelle direction il est nécessaire d'aller. C'est cela qui m'a frappé personnellement. Mais en même temps, c'est de me rendre compte que derrière l'analyse de nos pathologies, l'auteur parvient à déceler les valeurs pour lesquelles nous devons nous battre dans notre communauté nationale et dans la communauté africaine pour affirmer ce que nous sommes dans le monde d'aujourd'hui, regarder d'où nous venons dans notre histoire et nous réapproprier les forces de notre être et regarder maintenant l'avenir avec optimisme parce que nous croyons en certaines valeurs qui sont essentielles. Et le troisième point qui m'a beaucoup frappé, c'est la force des utopies présentées dans ce livre, où on sent que l'auteur a le souci de proposer un projet congolais pour le Congo, un projet africain pour l'Afrique, dans un monde qui a besoin aujourd'hui que nous, Congolais, nous nous affirmions fortement comme un peuple d'une certaine grandeur, que nous, Africains, nous nous approprions notre être en montrant à quel point nous sommes capables de prendre les enjeux fondamentaux du monde actuel et d'apporter quelque chose de nouveau. C'est cela qui m'a beaucoup frappé, cette force de rupture et ces propositions de projets de renaissance pour en fait penser l'avenir et le construire à partir de nous-mêmes. La révolte métaphysique jeune congolais, c'est cela, c'est cette rupture et c'est cette volonté d'espérance pour construire un Congo nouveau, une nouvelle Afrique. Alors, cette approche liée à la révolte métaphysique telle que le concept créé par Guillaume Manjolo, vous pensez que c'est une approche idéale pour un Congo meilleur? Effectivement, parce que l'approche, quand on dit révolte métaphysique, il faut entendre révolte qui nous conduit au fondement de notre crise en tant que Congolais aujourd'hui, en tant qu'Africains. Au fondement de ce qui est ébranlé dans notre identité. Au fondement de la crise que nous vivons aujourd'hui dans la culture du chaos qui caractérise notre continent, qui caractérise notre pays, mais avec en arrière-fond la volonté de poser de nouveaux fondements pour une nouvelle société. Alors, en étant dans les fondements, l'auteur nous montre qu'il est bon d'aller en profondeur pour regarder quels sont nos problèmes de fond et ne pas rester en surface dans les débats que nous avons dans nos sociétés, soit des débats politico-politiciens, soit des débats de musiciens. De musiciens. Mais tout ça
on ne va pas au fond des choses. Et il est important qu'il y ait des textes qui nous amènent vers le fond et qui nous conduisent à repenser les fondements même de notre être ensemble en tant que Congolais, en tant qu'Africains aujourd'hui, les fondements de notre capacité d'organisation de cette nouvelle société et au fondement surtout de la grande espérance dont nous devons être les témoins aujourd'hui parce que nous devons être des sociétés d'espérance dans le contexte mondial où de plus en plus on sent que tout s'effondre, qu'il n'y a plus de grands repères et il appartient maintenant au Congo et à l'Afrique de donner des repères, de donner des orientations et d'ouvrir des voies d'une humanité africaine capable de nourrir l'humanité mondiale dans son ensemble. Et je crois que c'est cette ambition du livre de Guillaume Manjolo qui me pousse à dire que ce texte, il faut le mettre maintenant à la disposition des nouvelles générations dans nos universités, dans nos écoles primaires et secondaires, parce que c'est un texte de la même dimension, par exemple, que l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Donc, il faut connaître ce genre de textes. Et quand on les a dans notre pays, il faut faire tous les efforts nécessaires pour que les gens le connaissent. Alors, je veux revenir à vous pour parler des enjeux internationaux. Mais avant tout, Guillaume Manjolo, à entendre ce que dit le professeur, vos ambitions sont nobles, certes, mais un peu surmesurées. Parce que, vous le savez, on dit en Afrique, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, il faut le mettre dans les livres, il faut les écrire. Mais vous savez que la RDC souffre de cette maladie. Nous ne sommes pas épargnés de cette maladie. Mais vous prenez toute cette intelligence, toute cette technicité de l'esprit, de l'âme, qu'il faut pour nous tirer de cette ambiguïté, de cet esclavagisme moderne. Et vous mettez ça encore dans des livres pour que qui puisse le lire. Merci, mais bon, avant toute chose, je pense que j'ai 2-3 éléments à pouvoir élever ou des petites références à pouvoir faire avant de pouvoir de répondre à la question. Premièrement, c'est mes condoléances au fait à la famille de Lutumba. Et on vient d'apprendre aussi que le maître Liolo aussi vient de nous quitter. Je parle de Lutumba parce que j'ai suivi les cycles des Kamana sur RTNC parlant de points où est-ce qu'on peut piocher la philosophie africaine. Et là, il avait identifié la musique. Il dit, suivez très bien notre musique, la sagesse y est, qui construit, non seulement par rapport à ce que nous sommes, mais l'utopie dont on a besoin, on y retrouve. Ça, c'est Kamana. Bon. Et c'est dommage qu'on ait interrompu ce cycle qui passait sur la radio RTNC. C'est vraiment dommage. C'était des cours de philosophie et accessibles à tous, avec un langage très simple qui permettait à ce que nous prenions note, nous identifions les sources, comme on identifie les sources du droit, les sources de la sagesse africaine, congolaise en particulier. C'était vraiment intéressant. C'est bien dommage qu'on ait interrompu ce cycle-là. Donc, partant de là, moi, je vois Lutumba pas comme un poète, mais plutôt comme un philosophe. Parce que, bon, rimer et tout ça, c'est très bien, mais en même temps, il y a une profondeur, il y a une dimension, il y a une proposition, il y a une pensée qui est développée. Hein. Ça ne signifie pas à la musicalité au fait de la présentation d'un texte, mais à sa profondeur et à sa perspective. Et ça, dans les textes de Lutumba, on trouve ça. Et quand j'essaie de lire, au fait, la lettre d'Épicure à Ménécée par rapport à la mort, hein, tel qu'il présente la mort, qui se détache en fait de cette absence de souffrance et tout ça. Et quand j'entends Lutumba parler de Mabélé, je dis tiens, j'ai fait un peu les rapports en disant tiens, nous, notre conception, la conception qu'il a lui de ce monde et de l'au-delà, et il y a des similitudes. Je ne pense pas que Lutumba ait lu la lettre à Ménécée d'Épicure, mais simplement il puise sa démarche est puisée dans la tradition, dans les scories de l'histoire congolaise. Donc c'est quand même utile de pouvoir les rappeler. Bon, maintenant vous me dites, oui, mais quand on veut cacher quelque chose au noir et à l'africain en général, il faut mettre ça dans les livres. Mais quand je vois les gens qui se tapent sur la poitrine, être surdiplômés sans cesse, on ne parle que de ça. Bon, les gens vont à l'école, vous avez plus d'1 million de jeunes gens qui vont à l'école, mais c'est dans les livres qu'il faut puiser.
Aujourd'hui, on a une transition, on est passé à autre chose. Il faut quand même qu'on puisse s'adapter à ces mondes-là. Mais en même temps, entendre ce qui vient d'être dit sur moi par Kamana me place dans une disposition particulière. C'est-à-dire que non seulement j'ai dorénavant des obligations vis-à-vis de la population, même moi-même personnellement, ma conduite personnelle doit être philosophique au sens où on doit rien me reprocher et mon travail doit être, mais vraiment il faut que je performe de plus en plus, que j'aille beaucoup plus loin. Et je vais piquer un peu la place de Vanessa pour dire que je me sens plus Hannah Arendt face à Heidegger. Donc j'essaie de pas le comparer. Maintenant je me trouve être une sorte d'assistant, accompagnateur, tout en faisant moi-même la philosophie en tant que autodidacte, mais bon, simplement à côté des maîtres de la philosophie, qui reconnaît qu'effectivement mon travail est un bon travail. Et je me sens aussi un peu comme... comment s'appelle encore cette dame Salamé, avec Nietzsche, hein, qui a travaillé avec Nietzsche pendant une période, qui faisait aussi la philosophie, et qui, à côté du maître, mais qui a produit aussi elle-même, comme Rode, qui était aussi l'ami de Nietzsche, qui a lutté pour que Nietzsche, surtout Rode, hein, puisque le travail de Nietzsche a été mis vraiment en exergue et propulsé à balle par Rode, qui les reconnaissait déjà comme étant un tout grand philosophe. Alors que les gens trouvaient que bon, ce qu'il disait, on ne comprenait pas. Et puis lui-même, dans Ecce Homo, dans plusieurs textes, il dit voilà, je suis très intelligent, je suis en avance par rapport au temps. Je pense qu'on doit arriver aussi à ce type de comportement. Kamana, c'est les meilleurs d'entre nous. Bon, il faut qu'on puisse avoir une pensée congolaise. Je pense qu'à l'heure actuelle, par rapport au panorama politique, social et tout ça, c'est lui qui se dégage comme étant le maître de la pensée congolaise aujourd'hui. Pour moi, j'estime que c'est Kamana. Il y a un engagement sérieux. C'est pas un engagement académique. Qu'on puisse pas faire, qu'on fasse la part des choses entre l'engagement académique, se lever au matin, aller enseigner à l'université, revenir. On a un chronogramme, on a un menu précis qu'on doit présenter, et entre vivre la vie philosophique et proposer des pistes philosophiques. C'est ce que Kamana fait par rapport à la Renaissance, par rapport à la réflexion, par rapport à l'accompagnement, y compris des intelligences naissantes, sans la moindre arrogance, alors qu'il a une hauteur quasi inaccessible. Mais de cette hauteur-là, il a un regard conciliant, il a un regard de production, d'accompagnement, des modifications. Et c'est utile. Il n'y a pas l'arrogance chez Kamana. Il n'y a pas l'arrogance. Pourtant, il est assis sur un savoir immense, une production, mais énorme. Alors, maintenant, on revient quasiment dans ce qu'il dit aussi, et que je répète sans cesse, le monde comme volonté et comme représentation. Et qui sommes-nous? Dans quelle direction voulons-nous aller? Cette fameuse question de Schopenhauer, qui a été reprise par plusieurs auteurs, tout ça, reste d'actualité. Et lorsque Kissa Huntington nous dit, il y a la vision du monde, et puis il y a les théories causales. Donc, vision du monde, c'est le monde comme représentation. Vous vous représentez le monde comment, vous? C'est quoi votre vision du monde, vous, Congolais? Vous le voyez comment? Vous voulez aller dans quelle direction? Est-ce que sommes-nous ou avons-nous jamais été dans cette option-là? Il me semble que non, nous sommes restés dans les théories causales. C'est-à-dire, on réagit aux situations en fonction de ce qui nous tombe dessus. Et on a vu les comportements. On n'agit pas, mais on réagit. On réagit, on est dans la réaction. On a vu le comportement, mais chaotique et désordonné par rapport à l'histoire de la corruption. C'est de l'improvisation. C'est-à-dire qu'y compris les textes que nous estimons avoir confectionnés pour la gestion de la société, on ne savait même pas que ces textes-là ne permettaient pas qu'on réagisse de la sorte. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Ce sont là les théories causales. On est dans la réaction tous azimuts. Oui, mais écoutez, c'est moralement inacceptable. Ben oui, mais... Et parfois, c'est impulsif. Mais totalement, tous ces éléments, ce sont les éléments qui participent à une réaction épidermique qui n'est pas une vision. La vision ne permet pas cette possibilité-là. Quand on a une vision, sur les parcours, on peut avoir des obstacles. Mais simplement, on a une vision. On doit aller jusqu'à... On sait très bien qu'on peut prévoir qu'effectivement, il y aura d'obstacles. Donc, selon vous, ces réactions n'ont aucun soubassement de la raison, raisonnable. Mais non, parce que c'est pas lié à une vision, c'est lié à une... c'est une démarche épidermique plutôt, c'est pas raisonnable. Les théories causales
ont ça pour situation. C'est-à-dire que il faut avoir une carte pour voyager. Hein, c'est ce que nous explique Huntington. Vous dites, voilà, point A, point B, voilà la direction qu'il faut suivre. Et vous suivez ça. Vous pouvez sur le parcours, vous arrêtez, mettre du carburant, ainsi de suite, tout ça. Mais ça participe aux éléments qui jalonnent les parcours. Okay. Mais vous savez où vous allez. Mais ici, vous ne savez pas où vous allez. Donc ça n'existe même pas. On navigue à vue. Non, mais on navigue même pas parce qu'on est là, on tourne en rond, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Tout est épidermique. Donc ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des penseurs qui nous disent la bonne direction en ce qui nous concerne, c'est celle-ci. Et me semble-t-il, je m'arrête là-dessus, Kamana se trouve être celui qui peut nous indiquer à travers la Renaissance africaine, et moi je le pousserai un peu plus à commencer d'abord par nous, hein, à travers la Renaissance d'abord congolaise, et puis au départ de chez nous, en tant qu'État phare d'Afrique, les autres viendront s'agréger. D'abord, si Kamana finalise son travail sur la Renaissance congolaise, l'Africaine suivra. Puisque tout s'est agrégé autour de l'Égypte antique, et c'est parti. L'Égypte antique est parti quasiment de la mer Rouge presque au Maroc, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, me semble-t-il, Kamana pour mission a pour obligation de nous fournir la Renaissance congolaise à la suite de Moudimbe qui a fait un travail là-dessus, des réflexions dont il lui-même a fait le travail sur Moudimbe. Donc il est temps qu'on puisse nous travailler, nous produire, qu'ils nous produisent la Renaissance congolaise qui sera la charpente autour de laquelle va s'articuler les autres entités qui sont autour, qui sont des petites entités mais qui sont de la même culture que nous, qui vont s'articuler autour de nous pour que la civilisation africaine en question ait corps au départ de l'ossature congolaise. Mais le problème est que, c'est vrai, Kamana peut produire, tel que vous le dites, un travail retraçant notre archéologie et tout ce que vous voulez, la Renaissance congolaise, mais ça sera encore couché dans les livres. Alors que la difficulté au jour d'aujourd'hui, c'est que les jeunes ne sont pas accessibles aux livres. Nous avons vu ça lors de la présentation de cet ouvrage. J'ai lu, moi, cet ouvrage. Je suis tombé amoureux de ce livre avant même qu'il ne soit publié. Et quand je l'ai lu, j'en suis encore amoureux. Parce qu'il y a cette poésie, cette harmonie, non pas musicale, mais des mots. Cet agencement des verbes, des mots qui... C'est tellement harmonieux, c'est tellement beau à lire, ça vous donne envie et encore envie de lire. Mais les jeunes ne sont pas venus, les gens ne viennent pas quand il s'agit de la fête du livre de l'intelligence. Mais vous voulez encore produire d'autres intelligences dans des livres pour que qui le lise? Je pense que lui va nous répondre, Kamana va nous répondre, parce qu'il est déjà lancé dans ce type d'activité par rapport à un autre mécanisme de transmission de la connaissance, pas seulement comme c'est limité dans aux les livres, ouais, mais aussi les rencontres avec les jeunes à travers la République, non seulement par rapport à l'enseignement, mais en dehors de l'enseignement, en dehors du circuit normal, notamment avec l'université alternative. Donc ça lui, il peut nous expliquer comment il fonctionne par rapport à ça. D'accord. Vous savez, c'est aussi une mythologie généralisée dans le monde d'aujourd'hui que les Africains, les Congolais ne lisent pas. Oui. Hein. Mais personne ne nous a jamais fourni des statistiques fiables pour que nous puissions dire les Africains, pour leur cacher les choses, mettez dans les livres. C'est un slogan qui a été lancé. Mais ça prend vie au fur et à mesure que nous entendons cela. Oui, on entend des choses, on ne les vérifie pas et on ne voit pas à quoi cela nous engage. Si les Africains, les Congolais ne lisent pas, notre travail, c'est de faire qu'ils lisent. Et à ce moment-là, il faut créer des lieux où les jeunes aient la passion de s'informer et la passion de discuter et puissent être informés sur ce qui se publie par exemple au Congo, sur les auteurs congolais, sur les lieux où on peut trouver leurs livres. Parce que moi, ce qui me frappe dans le travail avec les jeunes, c'est qu'ils ont une forte passion de la lecture, mais ils ne savent pas où trouver ces livres. À Paul Institute, à Goma, nous avons une bibliothèque. Hein, mais vous pouvez être impressionné
par le nombre des jeunes qui viennent fréquenter notre bibliothèque. Ah bon? Oui, des jeunes qui sont dans les universités, qui viennent pour leur travail académique, mais qui viennent aussi pour s'informer sur les bons livres, les publications. Et cet engouement a à moi remis en cause l'idée selon laquelle les jeunes ne veulent pas lire. Okay. Alors j'ai compris que le travail, c'est à nous qui sommes habitués à lire, qui écrivons des livres. Notre travail, c'est de créer des espaces où ces jeunes viennent et puissent lire ces livres, les livres comme celui-ci. Si nous voulons que ça marche et que les jeunes puissent le lire, il faut que Manjolo, que moi et que d'autres intellectuels, nous créions un espace où les jeunes viennent et nous discutons de ces livres. Si nous leur disons, nous allons discuter de ces livres, qu'est-ce que vous en avez compris, qu'est-ce que vous pensez, on a une dynamique qui se crée. Et c'est cette responsabilité-là que je crois être la nôtre et qu'il convient, par exemple, ici à Kinshasa, de faire ce que nous faisons à Goma, de créer vraiment des espaces alternatifs d'intelligence. Et ces espaces, c'est une sorte d'université alternative pour les jeunes, pour les discussions. Et ça, nous pouvons le faire. Maître Manjolo lui-même, il sait très bien que quand il veut rencontrer des jeunes quelque part, qu'il donne rendez-vous, ils viennent, on travaille. Vous avez parlé du jour de la présentation de ces livres. Mais il faut aussi dire que si beaucoup de jeunes ne sont pas venus, mais c'est parce que l'UDPS à ce moment-là organisait un blocage complet de la ville et que même ceux qui devaient venir nous ont téléphoné, nous ont envoyé des messages. Oui. Il y avait un problème politique derrière. Oui. Alors il faut une politique de lecture exactement comme il y a une politique de blocage des institutions, qu'il y a une politique de blocage de la ville. Alors quand on dit les Congolais ne lisent pas, il faut dire nous devons maintenant tout faire pour qu'ils lisent. Pourquoi avons-nous des écoles? Pourquoi avons-nous des universités? Et je prends l'exemple le plus simple. Si les professeurs, tous les professeurs de nos universités, s'est donné comme objectif de faire lire des livres à leurs étudiants et de les évaluer à partir des livres qu'ils lisent et des connaissances qu'ils accumulent, mais on aurait des universitaires qui seraient entraînés dans la lecture, au lieu de leur apporter des petits syllabus de misère. Voilà. Et alors à ce moment-là, les jeunes ne lisent pas parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des petites connaissances là-dedans. Entrons dans la dynamique de mobilisation des intelligences de la jeunesse, mobilisation de leur imagination. J'ai comme l'impression que même le système d'enseignement a changé. Parce que je me rappelle, quand j'étais encore à l'école primaire et secondaire, j'étudiais chez les prêtres, chez les pères jésuites. Oui. On nous envoyait dans les bibliothèques. Exactement. Chaque semaine, on nous donnait un livre. Oui. Tu choisis un livre, tu vas lire et à la fin de la semaine, tu dois faire la restitution de ce livre. Exactement, mais alors pourquoi ça ne se fait pas maintenant? Qu'est-ce qui fait que notre système abandonne cette passion pour les livres et en entraînant les jeunes? C'est comme s'il y a beaucoup plus de sanctions, mais il n'y a pas de comment on appelle ça, de remerciement, d'encouragement. Oui, il n'y a même pas une valorisation du fait que les jeunes doivent lire. Un livre comme celui dont nous parlons maintenant, mais si on veut que les jeunes le lisent, il faudrait, comme nous faisons ici, présenter le fond de ces livres et puis conduire ceux qui veulent aller plus loin à se rassembler. Je reviens quand même au contenu de ces livres. Ce qui pourrait intéresser les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent qu'il y a des ressorts qui portent et fertilisent la crise actuelle au Congo. Il faut leur dire, vous allez dans ces livres, vous comprendrez pourquoi ça ne marche pas chez un nous. Exemple. Oui, un exemple. L'esprit d'esclavage. Pourquoi nous, Congolais, avons-nous accepté d'être des esclaves des Occidentaux? Ça continue jusqu'aujourd'hui. Oui, mais maintenant même, on est prêt à être esclave des Chinois.
On est prêt. Si vous proposez aujourd'hui aux jeunes Congolais d'aller en Occident, ils vont tous courir pour aller en Occident. Si vous leur dites il y a des bourses pour la Chine, ils vont tous courir vers la Chine. Mais ils ne savent pas que cet esprit-là, ça permet aux Occidentaux et aux Chinois de dominer l'imaginaire congolais complètement, parce qu'on sait que les Congolais sont prêts à se vendre pour des miettes et à vendre même leur pays. Et à tous les niveaux de la société, à tous les niveaux de la société, nous sommes dans un esclavage incroyable. Nous parlons des universités. Commençons par les professeurs d'université. Allez-y. Comment les formons-nous? Vous êtes vous-même professeur. Oui. On prend les meilleurs. On les envoie en Occident pour faire des thèses. Mais qu'est-ce que c'est que faire une thèse en Occident? Sinon, mettre dans son esprit ce que les Occidentaux veulent que vous mettiez là-dedans. Ah, donc c'est formaté. On est formaté pour ça. Et quand on revient, eh bien, on est payé pour que nos jeunes entrent dans ces formatages-là. Ah, c'est comme le dit Guillaume Anjolo, on fait les analyses de la situation actuelle de notre pays, mais en portant des lunettes occidentales. Mais c'est comme ça que... c'est ça qu'on appelle l'université congolaise. C'est-à-dire enseigner, mettre des lunettes de l'Occident et commencer à nous regarder nous-mêmes avec ces lunettes-là et nous analyser de cette manière-là. Et on se voit très crasseux. Oui, alors comment voulez-vous que des jeunes aient conscience de leur grandeur, de leur force de liberté, de leur capacité d'imagination et de leur volonté de construire une nouvelle société si à tout moment, ce sont les auteurs occidentaux que vous leur enseignez, ce sont des réalités occidentales que vous leur donnez, ce sont des hommes politiques, même quand des références occidentales. Oui, même quand ils disent des idioties comme Sarkozy avait dit sur l'Afrique à Dakar, on entre dans les débats. Et maintenant, on est par exemple dans le franc CFA, les débats sur le franc CFA. Oui. Quand vous voyez ces débats, vous voyez vraiment des esclaves qui sont incapables de se libérer des schémas mentaux que nous avons eus parce que nous avons étudié là-bas et parce qu'il n'y a personne aujourd'hui chez nous pour nous déformater et mettre dans notre esprit un nouveau formatage pour la grandeur et pour la construction du nouveau Congo et de la nouvelle Afrique. Donc, et expliquer aux jeunes que la manière dont nous avons accepté d'être esclaves, dont nous éduquons les jeunes générations à entrer dans cet esclavage, il faut casser avec ça. Ça vaut la peine de lire les livres. La rupture dont parle maître Guillaume Anjolo ici, ça commence d'abord entre le fils et son père. Oui. Il veut d'abord mettre une rupture, cet aliénage, cet esprit esclavagiste qui a tout le temps tendance à dire « Papa, je veux ceci, papa, je vais faire cela ». Il veut mettre cette... Mais quand vous prenez ça, vous transplantez ça au niveau national et international, vous êtes en train de soutenir la thèse souverainiste. Ah, on devrait être tous souverainistes. Il n'y a même pas discussion. Comment ça? C'est-à-dire, il faut assumer... Qu'est-ce que c'est qu'être souverainiste? C'est être capable d'assumer sa liberté et sa capacité de créativité. Et c'est bien dans les livres que les débats se passent entre le père et son fils. Oui. Mais vous remarquerez que le fils qui voit le monde comme un monde d'esclaves, quand il arrive en ville, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, il est dans l'esprit du chaos. Ce qui est aussi l'une de nos pathologies fondamentales au Congo. C'est laisser se développer le chaos et ne rien faire pour en sortir. Si je vous disais tous les mal que j'ai eu pour quitter mon hôtel et venir ici à cette émission, alors je me suis rendu compte que c'est fou. Trouver un taxi le matin pour aller à son travail. J'ai vu que c'est le chaos. Partout où vous avez l'impression d'un espace non organisé. Et les taxis, les cars de transport, mais tout ça se circule dans un chaos énorme. Et la culture du chaos
que ces jeunes découvrent dans la ville, c'est la culture de notre être aujourd'hui. Il faut rompre avec ces chaos, il faut savoir organiser un pays. Il faut savoir administrer un pays. Il faut que des problèmes comme celui-ci puissent être résolus par les Congolais eux-mêmes. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple. Je suis impressionné par la culture du chaos, de la saleté et des immondices qu'il y a dans cette ville de Kinshasa, où vous voyez, là même où on va pour prendre les taxis et les bus, là, vous regardez autour de vous, vous vous demandez, est-ce que nous sommes une société de porcs ou nous sommes une société d'êtres humains, capables au moins de vivre dans un espace viable. Oui, convenable, on peut se dire, ce sont des gens qui vivent, oui, c'est sain dans l'espace dans lequel nous vivons. Mais on n'est pas là-dedans. Alors vous prenez la saleté, vous prenez le chaos, vous prenez l'esclavage, et puis après, vous mettez tout cela dans un espace globalement organisé par la jouissance. Parce que ça aussi, c'est impressionnant, la culture de la jouissance. De la jouissance. J'ai vu, par exemple, les pancartes qui indiquent que Lacoste fait un concert ce week-end, quelque part vers Mikondo là-bas. Mais il n'y a que deux affiches à Kinshasa. Hein. Il y a des concerts et il y a des campagnes d'évangélisation. D'évangélisation, exactement. Voilà. Alors comment voulez-vous éduquer un peuple à l'esprit des grandeurs, à l'esprit de la puissance, si les modèles et les repères que vous lui donnez, c'est la musique, c'est la danse, c'est les prières. Là, c'est encore... Zambarossa, là. Non, les prières, c'est incroyable parce que les télévisions sont maintenant devenues des églises. Voilà. Vous imaginez, tous les matins, quand je veux suivre les informations, je suis condamné à subir des prédications, souvent idiotes. Et est-ce que c'est cela qu'on offre aux jeunes? Vous êtes athée? Non. Je suis pas, non seulement je ne suis pas athée, je suis pasteur aussi de formation. Ah, vous êtes aussi pasteur? Oui, oui. Donc, je connais ces choses-là. Je sais, quand je dis je suis pasteur, j'ai été formé en Europe dans l'esprit de pouvoir revenir en Afrique, imbéciliser notre peuple avec un certain message. Bon, c'est en étudiant. Alors, vous dites comme vous dites. Oui, quand tu analyses le fond même de ce qui est, c'est-à-dire on vous enlève votre culture et on vous met des théories des autres et on vous dit que c'est cela la voie du salut, et tout le monde entre, y croit fermement. Alors il faut dire aux jeunes, non, c'est pas ça, venez, on va discuter. Si on veut de la spiritualité, c'est laquelle qu'il faut faire dans le pays d'aujourd'hui, dans notre pays aujourd'hui, dans l'Afrique d'aujourd'hui. À ce moment-là, vous avez des principes de rupture qui permettraient aux jeunes de lire ces livres et de comprendre que c'est important pour eux. Parce qu'ils ne changent pas ces choses-là, eh bien, le pays sera un pays d'esclaves. Les Occidentaux, ils n'attendent que ça pour revenir. Les Chinois, hein, ils sont déjà prêts. Le jour viendra où... C'est une récolonisation. Oui, que nous préparons nous-mêmes dans nos esprits. Nous sommes prêts à être récolonisés, nous sommes prêts à accepter cette récolonisation tant que nous n'avons pas compris qu'il faut changer l'ensemble de notre système éducatif, l'ensemble de la formation que nous donnons aux jeunes, l'ensemble des livres que nous leur donnons à lire. Et aujourd'hui, parce qu'ils sont outillés avec tous les appareils modernes, smartphones, ils ont tout cela. Mais leur dire à quoi ça peut servir pour libérer notre pays et devenir souverainiste, mais au sens vraiment positif du terme, c'est-à-dire amoureux de notre liberté et capable de nous battre pour que personne, alors absolument personne, ne songe à nous prendre notre liberté parce que nous avons envie d'aller ailleurs, nous avons envie d'être des esclaves. Non, on n'est pas des esclaves, nous sommes Congolais et nous devons accepter notre grandeur et notre fierté d'être Congolais avec les pays que nous devons construire. Merci beaucoup Guillaume Monjolo, vous allez souffrir aujourd'hui parce que nous allons, malheureusement nous n'avons qu'un tout petit seau, nous ne savons pas puiser tout ce qu'il faut dans ce vaste océan qu'est Kamana. Alors vous allez pouvoir nous dire exactement là, les jeunes doivent faire une révolte ou leur révolte métaphysique, certes, mais pour faire face aux enjeux internationaux, est-ce qu'ils seront capables
de pouvoir relever ce grand défi. C'est quoi, au fait, les enjeux internationaux? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Voilà. Donc, dans notre acception formatée comme esclave, comme colonisé, quand on entend enjeux internationaux, on s'exclut nous-mêmes. Voilà. C'est-à-dire, les grands de ces mondes veulent faire ceci, faire cela. Et pas Alors, choisissons le côté où on peut se retrouver et ramasser des miettes. C'est ce qu'on appelle enjeux internationaux dans notre schème mental. C'est peut-être ce que nous voulons nous faire croire Mobutu, par exemple. Non, mais non, c'est-à-dire que c'est une calamité que quand on dit enjeux internationaux, on ne se voit pas à la table. Voilà. On se voit à côté de la table ou accompagnant ceux qui sont à la table. C'est ça, les drames est là. Les drames est là, les profs viennent insister, il en a parlé, il vient insister. Donc les drames est à ce niveau-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encore sortis de cette infantilisation qui nous a ramenés, je dirais même, infantilisation c'est peut-être mieux parce qu'on est encore dans la race humaine, mais c'est-à-dire que notre position d'après la controverse de Valladolid, qui disposait que nous n'avions pas d'âme, que nous étions des animaux, et que par conséquent on pouvait devenir une marchandise, et que les codes noirs a suivi assez naturellement pour pouvoir mettre en place cette disposition-là, et nous mettre sur le marché, et dans la conscience collective occidentale, internationale, est comme ça. C'est-à-dire nous sommes ces continents sur lesquels tout le monde peut venir faire ce qu'il a envie de faire parce que nous accompagnons les autres. Cela étant, quand je vous entends dire les enjeux internationaux, est-ce que les jeunes Congolais peuvent se révolter vis-à-vis de ça? Mais il ne pourra se révolter que quand il aura accès à sa propre culture, quand il va se défaire de l'imposition de la culture d'autrui qui est puissamment installée. Regardez la réaction de ceux qui sont censés gérer le pays la plupart du temps. Il suffit de la première manifestation, ils courent dans les ambassades. C'est extraordinaire. C'est un réflexe. C'est extraordinaire. Donc un opposant dans son pays, lorsqu'il est en difficulté avec son compatriote qui gère, il court dans une ambassade. Et c'est là où il va se réfugier. Et c'est là qu'il va commencer à faire des communiqués contre son propre pays, au départ d'une ambassade. C'est une catastrophe en termes de positionnement humain. Voyez-vous? Et regardez, les failles continuent. Nous gérons les pays en fonction des poids politiques. Pas en fonction des visions politiques, mais en fonction des poids politiques. Exact. Donc nous sommes accaparés des modèles inopérants chez nous, qui s'appelle la démocratie avec les votes universels. Il est inopérant. Parce que comme nous vivons dans un chaos et que les valeurs ont transmuté, on est parti vers les amuseurs publics, les spécialistes en folklore, ceux qui ont les micelles de l'invective sous les bras, qui insultent matin, midi et soir, ce sont ceux qui sont en vue. Alors ces gens-là, maintenant, quand ils se proposent comme candidats aux élections, mais parce qu'ils ont le plus grand nombre qui participent à ces folklores, ils sont élus. Alors ce sont ces gens-là, finalement, qui vont faire partie du gros lot de ces poids politiques pour gérer le pays. Voyez-vous? Donc ce qui fait qu'on s'est mort la queue. Imaginez-vous un seul instant, regardez la composition de 2 législatures passées, sortez-moi la grande loi congolaise qui a modifié les panoramas et qui est retenue par chaque enfant congolais. Il n'y en a pas. Donc, avec les noms d'un député national qui dit voilà, tel député c'est la loi telle. La loi telle. Elle est où cette loi? Nous sommes dans les lois de bricolage pour des mécanismes soit de couvrir des frustrations ou les stocks de frustrations qu'on a causés à cause de la mauvaise gestion, il faut maintenant les réparer. Tu vois, puisqu'on a un grand stock de frustrations. Mais on ne sait pas, ça suffit pas ça. Ce sont des sparadraps autour, tout ça. Mais les fonds lui-même, la substance elle-même. On a eu à connaître ce genre de loi, tel que vous le dites, la loi Bakandeji, la loi Bakajika, on a eu à connaître ça. Oui, mais ça porte sur quoi exactement? Ce sont les lois sur la terre, sur tout ça. Voilà. Est-ce que structurellement, ce sont les lois pour gérer la terre. Ce n'est pas les lois structurelles, les lois qui sont liées à l'État. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des lois qui lient
à une culture, à votre cosmogonie, à ce que vous êtes, à votre passé, à vos souffrances, l'identité. à une façon de se conduire dans une société, de manière à ce que tout le monde comprenne qu'effectivement c'est la bonne façon. Donc vous avez ce problème-là. Bon, maintenant, vous me dites, comment est-ce qu'on peut faire pour faire une grande mutation? J'ai proposé dans ma nation la révolution conservatrice. C'est-à-dire cette idée... On est pressé par le temps parce Oui. que là, je vois les appels. sont en train d'arriver, donc je vais m'arrêter là. Mais simplement, si aujourd'hui, par un geste simple mais salutaire, vous dites, on va créer un prix littéraire d'$1 million. $1 million, c'est possible. Il suffit de ponctionner sur la bière, vous avez les $1 millions en moins d'un mois. En moins d'un mois. En moins d'un mois. Et ça, c'est les prix congolais donnés aux Congolais, pas aux Africains, pas au monde entier, rien qu'aux Congolais, à la production congolaise. Alors, imaginez-vous un seul instant que l'année prochaine, dans l'hypothèse où on a un grand ministre de la Culture qui comprend ça, l'année prochaine, Kamana reçoit les $1 millions pour philosophie africaine et culture. Ok? Ce qui fait que sa parole devient sacrée. Et tous les jeunes gens vont regarder Kamana comme... Mais il aura une emprise c'est sur une la superstar. jeunesse. Mais vous avez inversé. Ah, mais c'est ça le problème. Mais oui, mais il faut le faire. Mais les politiques n'accepteront Vous jamais avez ça. une solution. Mais oui, mais attendez. Les politiques acceptent bien qu'on puisse avoir des musiciens qui aujourd'hui même certains ont été élus. Ça paraît naturel. C'est-à-dire qu'on puisse défenestrer la connaissance au profit du folklore. Bon, maintenant, si on doit réhabiliter la connaissance qui permet à un pays de faire partie des enjeux internationaux plutôt que d'être l'accompagnateur des enjeux internationaux, il faut le faire. Moi, ce sont des solutions simples. Vous lui donnez $1 million pour juste un texte qu'il a produit. Et ce texte-là, maintenant, est lancé dans toutes les écoles. On va peut-être essayer de pouvoir l'affiner ou plutôt les réduire à une taille pour pouvoir permettre aux enfants l'adapter par niveau d'enseignement. Mais ça lui fait des centaines de millions de dollars qui lui reviennent. Et en ce moment-là, tous les enfants se disent non, la bonne voie c'est celle-ci. Parce que non seulement c'est une nourriture comestible pour tous, mais qui produit des effets positifs pour la société. Ah, donc là, on aura même plus difficile à faire croire ou à inculquer à la population les questions de souveraineté. Mais ça viendra automatiquement. C'est la voie la plus facile et en même temps, lui en ce moment-là, c'est lui qui produit. Donc quand il dit que voilà, le penseur numéro 1 c'est lui, il a la responsabilité terrible de ne pas conduire les pays dans une mauvaise direction. Voilà. C'est-à-dire ce qu'il doit produire doit être en mesure de pouvoir être salutaire pour les pays, pas néfaste pour les pays. Il ne doit pas nous donner des produits toxiques. Or, maintenant, nous sommes nourris des produits toxiques. C'est-à-dire que matin, midi et soir, c'est la musique. Alors, dites-moi simplement, cette autorisation, cette ouverture à la légèreté de la vie, à l'insoutenable légèreté, comme disait l'autre, est-ce que ça nous permet de pouvoir grandir? Non, nous descendons sans cesse. Le nouveau chef de l'État vient d'arriver, nous sommes en train de voir un peu comment est-ce que les gens peuvent venir ici acheter des matières premières. Est-ce que c'est ça la bonne direction en ce qui nous concerne? Me semble-t-il, je vois que non, on doit les concepter pour dire non, c'est pas comme ça. Il va falloir peut-être penser au centre des recherches fondamentales et appliquées pour permettre à ce que qui peuvent nous aider dans les transferts des technologies pour la transformation sur place. C'est que la Chine a fait, c'est que le Japon a fait, c'est que la Corée du Sud a fait. C'est-à-dire que les transferts des technologies, voilà la coopération au niveau, elle est importante, elle est intéressante parce que nous sommes en retard par rapport à ça. Ça, on peut accepter. Et ce transfert des technologies nous permet de pouvoir construire nous-mêmes au départ de nos centres de recherche fondamentale et appliquée. Voilà la coopération dont moi je rêve. Pas le reste, c'est Laissez-moi vous dire, Guillaume Angelot, si Joseph Kabila, vous avez comme conseiller, il aurait pu réussir là où il avait échoué. Vous connaissez son échec? L'homme congolais. Il n'a pas pu transformer le Congolais, le Zaïrois, en Congolais. La solution, mon cher... C'est ça la solution. La solution, mon cher, je te dis, c'est les grands ministères de la culture et de l'identité nationale. Et vous verrez. Voilà, nous allons prendre les auditeurs. 50, la radio Interaction. Bonjour, monsieur Moïse, depuis le rond-point Gaba. Bonjour, mon frère Jérémy. Oui. Je salue aussi tous les deux invités, maître Guillaume et le maître, qui est le maître de Guillaume Angelot. Kamana. Oui. Kamana, oui. Voilà. Je le salue, vraiment, je suis très content de tout ce qu'il a évoqué. Mais moi, je voulais lui poser une question pour savoir ce qui bloque. C'est le système ou bien l'incapacité de l'homme africain sur le plan intellectuel?
Parce que dans tout ce que vous venez d'évoquer, moi j'ai compris d'abord que les fondamentaux, c'est les systèmes. Quand vous prenez les systèmes, vous entrez pour détruire un pays ou bien toute une nation. Il y a toujours les soubassements. On parle toujours de la corruption qui est le facteur majeur pour l'échec d'évolution pour tout un pays. Et quand vous prenez aussi sur le plan de l'éducation, quasiment caduque, il n'y a rien. Et comment vous voulez que les gens puissent développer, aller au-delà? Et quand vous évoquez encore cette... les gens supportent les chaos quand les professeurs Kamana parlent des gens qui sont tentés de supporter les chaos. Quand vous prenez dans le secteur de la corruption, quand vous prenez même le secteur de l'éducation, qui est même mère de l'évolution pour notre continent, même pour notre pays. Quand vous voyez même, quand ils parlent des lunettes, vous portez des lunettes occidentaux, vous parlez d'autres choses. Maître Kamana, nous avons évoqué plusieurs fois avec Guillaume Manjolo, beaucoup de choses sur les problèmes culturels, dans tout ce que vous évoquez là. Mais j'ai toujours posé une question de savoir, est-ce que sommes-nous vraiment des bourriques naturels? Est-ce que c'est ça la cause, ou bien on n'est pas à la hauteur de faire mieux? Et j'ai voulu, comme un temps phare pour l'Afrique et pour le Congo, Maître Kamana, est-ce qu'il y a moyen, vous pouvez nous donner des stratégies pour faire sortir les pays dans les chaos comme nous sommes? Qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Moïse, depuis le rond-point Gaba. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy. Bonjour, patriote Kamana. Oui. Patriote Daniel Ndombe Lusakumunu. Ah, Daniel Ndombe Lusakumunu, on vous écoute. Il est comme son nom. J'ai suivi vraiment avec attention l'intervention, quoique je suis en train de faire avec retard. Je félicite notre invité. Mais j'ai confondu là, celui qui venait d'appeler, c'était pas Patrick de la Gombe. L'intervention semblait paraître comme celle de Patrick au lieu de Moïse de Zamba. Non, c'est Moïse. Ok. Bon, moi, mon question tombe en rapport avec ce que le professeur a dit tantôt, par rapport à la jeunesse qui envie l'Europe, la Chine, bon, bref, l'étranger. Nous devons savoir une chose. Les médias européens ou les médias occidentaux dans l'ensemble font les promotions de ce qui est l'air. Donc je partage son avis pour dire qu'il faut faire la promotion de notre culture et de notre identité. Et au Congo, nous voyons les gens imiter cela abusivement. C'est pour dire quoi? Ce ne sont pas toute la jeunesse, ce ne sont pas tous les jeunes congolais ou toute la jeunesse congolaise qui est appris à aller en Europe ou aller ailleurs. Nous sommes là témoins, nous avons refusé les bourses d'autres étudiants pour faire la faculté polytechnique chez nous. Mais les problèmes viennent d'où? Les problèmes viennent de ces maîtres-là qui ont été formés par l'Europe comme lui. Heureusement, lui dit qu'il s'est répandu. Il a été formé pour venir nous imbéciliser, mais il a changé d'avis, gloire à Dieu. Donc c'est l'esprit de Kimbangu, le Saint-Esprit de Dieu qui est sur lui, c'est le même esprit qui nous anime. Regardez qu'est-ce qu'on nous enseigne dans nos universités. Les archives de 1940, où on parle de la mécanique quantique. Mais qu'est devenue la mécanique quantique aujourd'hui pour que l'homme congolais puisse rêver dans sa langue et puisse avoir à inventer ou à produire ce qui est dans son chef? Parce que dans notre nous, il y a cette discipline-là, cette énergie-là qui veut se transformer. Mais les politiques ou les maîtres, ceux qui nous ont précédés, peuvent nous garder dans les joëls de cette Europe-là. Ce n'est pas la jeunesse. La jeunesse peut même aller loin, au-delà, outrepasser ces limites-là de l'Europe. C'est vrai, on parle aussi des transferts de technologies. Mais cette technologie-là a commencé où? Je crois que le professeur Kaman connaît mieux que moi. Tout est parce que cette technologie que l'Europe aujourd'hui est en train de perfectionner, entre guillemets, on parle de perfectionner, qui pas adapter dans leurs conditions. Mais nous avons connu cette technologie-là dans nos ancêtres. Seulement que l'histoire qui est racontée aujourd'hui, l'histoire racontée par les Cathers. Donc même les lions doivent toujours échouer. Donc ce que je vais savoir, ce que je vais demander, c'est qu'au lieu peut-être de se plaindre, mais demander à ceux-là qu'ils fassent la promotion des valeurs congolaises, de la jeunesse congolaise. Ici, nous voyons les gens sont en train de promettre ceux qui sont... On est en train de sacraliser les antivaleurs. Les jeunes qui veulent Koboa Kangunda, ce sont ceux-là, Chancelo Kopamba, on les récupère. Ceux qui passent inutilement pour montrer que le Congo c'est la bassesse, le Congo c'est la corruption, ce sont ceux-là qu'on est en train de promettre. Par contre, c'est comme vous et nous qui essayons
d'une manière ou d'une autre, démontrer que nous pouvons réussir au Congo, nous pouvons faire avec ce que nous avons, et nous sommes là, nous nous aimons d'abord tous, et nous pouvons aimer les autres. Non, les gens ne veulent pas faire la promotion de ce genre de personnes. Et par contre, on vous envoie d'autres gens ou d'autres bourreaux pour venir vous étouffer dans l'air, pour venir étouffer vos élans. Donc, j'ai vite balayé parce que c'est pas nous qui sommes invités, mais pour vous montrer que la jeunesse congolaise, elle est là, c'est vrai, diversifiée. On peut trouver en son sein c'est là qui veulent aller en Europe, qui pensent encore qu'il y a la vie là-bas, mais la majorité, surtout les Congolais, vous verrez que ce sont ceux qui veulent qu'il y ait le changement ici. Et ceux qui veulent qu'ici, on puisse faire la promotion de ces valeurs intrinsèques du peuple congolais. Celle de s'adapter, de comprendre les événements et donc vraiment de passer au second niveau de l'intelligence pour le troisième niveau, celle qui est de l'invention. Voilà en quelques mots ce qui était notre intervention par rapport à ce qui s'est déjà dit. Mais nous pourrons toujours revenir parce que l'émission nous a beaucoup intéressés. Merci beaucoup Daniel Ndombe Lusakumunu. Merci. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 425 48 18 346. C'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions par appel ou SMS. 50 la radio interaction. Bonjour Monsieur Dofi, depuis la commune de Kinshasa. Bonjour Jérémy Turipal Médor, bonjour. Bon début la semaine et puis bon mois d'avril. Hein. Merci. Les auditeurs ici à nos maîtres, particulièrement à mon maître respecté, notre trésor, Guillaume Manzolo. Et Dieu le bénisse. Bon, moi je voulais dire ceci, comme on dit, le même cause produit le même effet. Est-ce que, cher maître, le moment est encore de rester à dénoncer ou de chercher encore un chemin pour sauver cette génération qui vient après nous? Parce que cette génération qui vient après nous, c'est une génération qui est dans la perdition. Donc c'est comme s'ils sont dans l'eau, hein, donc ils ne savent pas nager, mais ils ont quand même fait cet effort d'enlever et de faire sortir leurs mains, donc en train de chercher l'aide. En train de chercher l'aide aux grands. Mais c'est comme si les grands ne les voient même pas et sont même insensibles. Moi je crois les moments pour moi, et surtout à vous, pour être des élites, parce qu'aujourd'hui, si le Congo est dans cet état que nous sommes, c'est par vous, des élites, que nous sommes dans cet état que nous sommes aujourd'hui, parce que parmi vous, beaucoup n'ont pas été des modèles. Et aujourd'hui, moi, s'il y a un modèle à suivre par rapport à moi, j'ai été très haut, c'est Guillaume Manzolo. Pour moi, c'est un modèle. Mais pour d'autres, ils n'ont même pas de modèle. Alors, moi, j'aimerais qu'à ce moment, que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités ou sa responsabilité par rapport à ces fléaux qui est très compliqué à ce moment. Parce qu'aujourd'hui, ce sont l'inverse des choses. Il n'y a plus de valeurs, il y a que des anti-valeurs. Et on a cette difficulté même de dire quelque chose à la jeunesse, une jeunesse qui vit dans l'oisiveté, qui n'aime pas des conseils. Moi, je crois, je me vous demander avec toute modestie s'il y a moyen de réfléchir encore pour sortir de nouvelles stratégies pour attirer la jeunesse à la lecture, à la valeur et pour l'attirer au principe de ce monde, pour l'attirer à l'obéissance, au respect des autres. Moi, je crois que c'est à vous des élites de le faire. Je vous encourage, mais tout en vous souhaitant et que vous puissiez encore penser à cette génération qui vient après nous. C'est une génération qui est en souffre, qui est vraiment une génération victime. Nous sommes des malades. Peut-être par rapport à ce que nous sommes en train d'attendre. Bon. Voilà, il est parti, 00243 hein, pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard, nous attendons vos différentes réactions par appel ou SMS. Alors là, nous allons devoir donner la parole à nos deux invités, le professeur Kamana, qui va commencer à donner les éléments de réponse
par rapport à toutes ces questions? Le premier intervenant a parlé du système. Et il a semblé se concentrer sur le système de gestion d'ensemble. Oui. Est-ce que c'est le système oui, qui a failli oui, ou c'est nous qui sommes des bêtes, des bourriques à vie? Exactement. Mais je crois qu'il faut revenir à ce que Obama nous avait dit dans son grand discours à Accra. À Accra, oui. Oui, Accra. L'Afrique a besoin. Oui, que nous avons besoin des institutions fortes. Mais il s'est trompé en croyant qu'on n'a pas besoin d'hommes forts. Ah oui. Oui, oui. Mais les deux vont ensemble. Voilà. Les hommes font le système et les systèmes font les hommes. Et nous devons d'abord entrer dans cette conviction de base. Parce que c'est avec cette conviction de base que nous comprendrons ce à quoi Maître Manjolo nous appelle. C'est-à-dire à la culture de la Renaissance. Face à ce que nous vivons, qui est dénoncé, ce que j'ai appelé tout à l'heure, les ressorts de la crise, qui est l'esprit d'esclavage, l'esprit du chaos, l'esprit de la superficialité, l'esprit de la jouissance, le culte de l'oisiveté, et puis la spiritualité imbécile. Voilà. Tout cela, nous ne pouvons sortir de ces pathologies qu'en entrant dans une dynamique de renaissance, assumée par des personnes qui veulent une autre société et qui construisent des institutions en accord avec les valeurs qui sont les valeurs de l'humanité africaine, qui sont les valeurs de l'humanité tout court. On doit quelque part faire comme les Européens l'ont fait avec l'ère le siècle de la lumière, la Renaissance, ce vent-là. Oui, ça veut dire qu'il faut des remises en question essentielles. C'est ce que fait Manjolo. C'est remettre en question toutes les pratiques, nos pratiques de vie, nos logiques fondamentales. Voilà. Et une fois cela mis devant nos propres yeux, nous regarder tranquillement dans le miroir et regarder ce que nous sommes devenus, et à ce moment-là comprendre que renaître, c'est s'inventer un être nouveau. Nous devons inventer l'homme congolais nouveau. Nous devons mettre dans la tête de chaque Congolais, de chaque Congolaise, qu'il est ce nouvel être, et qui doit se conduire selon les logiques de la construction de ce nouvel être, de la construction de nouvelles institutions. La crise des élections sénatoriales nous révèle quoi? Elle nous révèle que nos institutions elles-mêmes sont pourries, que nous sommes capables de mettre au Sénat des gens qui ont clairement montré qu'ils sont pour la corruption et qu'ils entrent dans des institutions de très haut niveau, oui, qu'ils y entrent par la corruption et que nous acceptons. J'ai vu le débat qui se passe à ce niveau, c'est-à-dire est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Mais on ne peut pas se demander si c'est bon ou mauvais. C'est inacceptable qu'une société se dote d'institutions animées par la pourriture. Mais d'une autre part, il y a aussi ces gens-là qui sont accessibles à la corruption, qui s'ouvrent eux-mêmes à la corruption. Mais nous ouvrons d'abord à l'esclavage. Pourquoi ne pas nous ouvrir à la corruption? Donc c'est déjà dans notre esprit. Voilà. On peut détruire ce pays. On peut le vendre. Parce qu'aller au Sénat par la corruption, aller à l'Assemblée nationale par la corruption, c'est être capable de vendre son propre pays si on vous donne. On est trop mesquin. Oui. On va vous donner de l'argent. Et ça, l'Occident le sait très bien. L'Occident sait qu'on peut acheter les Congolais à peu de frais. Et à ce moment-là, nous devons comprendre que l'exigence de la Renaissance, c'est de s'inventer un être nouveau. Mais une autre exigence, c'est s'approprier sa propre histoire. Parce que notre histoire, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ça, c'est ce que dit Daniel Dobé dans... Exactement. Parce que nous avons une très grande histoire. Nous sommes les inventeurs de la civilisation.
Nous sommes les inventeurs de ce que l'Occident est devenu aujourd'hui. Oui. Nous sommes les inventeurs de l'écriture. Nous sommes l'inventeur de l'histoire. Nous sommes l'inventeur de la spiritualité. Nous sommes même l'inventeur des dieux, nous, Africains. C'est nous qui avons inventé tout cela. Alors, quand aujourd'hui nous donnons l'impression d'être des peuples corruptibles à peu de frais, on peut se demander ce que nous sommes devenus. Mais il y a autre chose, c'est être capable aussi, la Renaissance, et c'est ce que dit Manjolo, c'est être capable de construire son propre avenir. On ne construit pas son propre avenir avec seulement la confiance ou en Dieu ou dans la communauté internationale. Nous avons un grand pays. Et si nous étions organisés, on n'aurait même pas besoin d'aide. Mobutu demandait bien, mais qui aide qui? Quand il faisait le calcul simple pour un chef d'État, c'est qui sort de chez nous et de ce que nous recevons, ben, il est arrivé à cette conviction. Mais qui aide qui? Il a posé la question à l'échelle internationale. Le Congo n'est pas un pays des mendiants. Mais nous nous comportons aujourd'hui comme si nous étions des mendiants. Il est temps que nous entrions dans une nouvelle authenticité, c'est-à-dire plus sérieuse que celle de Mobutu. Mobutu en avait fait à un certain moment une farce pour nous faire danser et conserver le pouvoir, mais il faut rentrer en nous-mêmes pour dire nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand continent, nous devons assumer notre histoire et commencer à inventer notre avenir. D'où l'exigence d'avoir une nouvelle imagination et de nouvelles forces de construction. Et ça s'est fait par l'éducation. Et il faut qu'aujourd'hui, tous les Congolais, nous comprenions que nous ne pouvons pas continuer longtemps avec une éducation au rabais. Nous ne pouvons pas continuer longtemps à former une jeunesse incapable d'entrer en compétition avec d'autres jeunesses au niveau mondial. Parce qu'au niveau intellectuel, on nous juge faibles aujourd'hui. Si vous vous présentez avec un diplôme congolais aux États-Unis ou en Europe, le premier sentiment que ces gens ont, c'est que le diplôme est faux. Il ne correspond pas aux connaissances que vous avez parce qu'on sait qu'au Congo, l'enseignement, ce n'est pas sérieux. Nous ne pouvons pas... Maître Manjol insiste beaucoup sur le ministère de la Culture, mais moi j'ajouterais vraiment le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement secondaire. Ça c'est... On ne peut pas laisser cela au hasard. On ne peut pas laisser ces ministères aux idiots. On ne peut pas croire qu'on va développer un pays dans l'approximation. Il faut... Le nouveau projet congolais dont parle Maître Manjolo, c'est un projet que nous devons construire autour d'un système d'enseignement qui soit le plus élevé possible. Nos universités devraient être parmi les meilleures du monde parce que c'est ça notre... quand on est dans un pays où il y a tout à faire, comme notre pays, il faut impérativement que nous tous nous soyons dans la bataille. Parce que c'est la guerre, vous savez, c'est la guerre. Ces pays peuvent nous être pris à tout moment. Et si nous ne sommes pas capables de nous dire, eh bien nous allons le défendre. Mais à ce moment-là, c'est nous qui sommes responsables. Et je crois que, pour revenir à la question sur le système, il faut changer nos institutions, y mettre de la valeur. Mais il faut des hommes d'intelligence, des hommes de valeur, des hommes d'utopie qui entrent dans cette perspective. Et c'est pour cela que le deuxième qui a parlé du contenu de notre enseignement, il faut regarder bien, est-ce que nous apprenons à la jeunesse congolaise aujourd'hui à être innovatrice? Maître parlait tout à l'heure de ce que les Chinois ont fait. Mais les Chinois n'ont pas fait de la sorcellerie. Ils ont tout simplement exigé que la technologie que les Occidentaux, qui a fait leur force là, quand ils viennent chez nous, parce qu'ils sont allés en Chine pour chercher main d'œuvre facile, pour ne pas dépenser leur argent. On dit c'est bien, on vous les donne, mais la technologie doit rester ici chez nous. Et ils ont tellement bien fait qu'ils ont maîtrisé et ils construisent des routes partout maintenant. Ils construisent des stands. Ils sont même au niveau des mathématiques, des disciplines que nous croyons être très difficiles. Mais ils ont organisé ça. Mais est-ce que ils sont plus forts que nous? Mais ils ont fait ce que nous n'avons pas fait. Une révolution culturelle. Tout le monde a parlé de Mao,
dans le mauvais sens, en disant dictateur, qui a détruit son pays. Mais il a fait quelque chose de très simple. C'est les universités, comme nous tous qui avons été formés en Europe, là, il faut nous renvoyer au village. Oui, et puis qu'on commence à apprendre ce qu'est l'Afrique. Et à ce moment-là, quelque chose de nouveau va surgir. Sinon, on va continuer avec des professeurs, comme il a dit, là, qui enseignent des théories des années 40, quoi. Ou alors qu'il faut inventer de nouvelles théories pour comprendre notre propre société. Ah oui. C'est là qu'il faut vraiment que nous nous concentrions pour que les valeurs intrinsèques dont il parlait du peuple congolais, pour que ces valeurs-là nourrissent notre système éducatif et que nous soyons capables d'innover pour que le Congo soit un pays de génie créateurs. Et le génie, il faut aussi le dire, quand on a critiqué le Congo, eh bien, il y a le génie congolais. Le génie congolais. Mais on ne le voit pas, on le retrouve où? Le premier, oui, c'est que nous sommes encore vivants et que nous sommes encore un pays uni. Ça, c'est du génie. Parce que tout était fait pour que nous soyons, on en finisse avec le Congo, tel qu'il existe. On voulait les balkaniser. Tout était fait. Et même aujourd'hui, c'est pas encore fini. Vous trouvez normal, par exemple, que l'opposition, soi-disant, et le pouvoir, soi-disant, au Congo, aille régler ses problèmes à Washington? Nous sommes incapables, ici au Congo, de nous mettre ensemble, de dire nous allons résoudre nos problèmes politiques. On oublie l'arbre à palabres. Oui, on oublie ce que nous sommes. Voilà. Mais on va là-bas et après, on va acheter comme on a acheté à Genève, quoi. On achète. Et voilà, quand ça donne un système aussi bancal, aussi défectueux que celui qui commence maintenant, mais on oublie que tout cela a été concocté à Genève. Mais c'était pourquoi? C'était pour casser les ressorts de ce pays. Tout de suite, on veut casser les ressorts du pays, mais comme nous sommes dans la matière d'esclaves, on ne voit même pas que on est en train de casser notre propre pays. Il faut alors aller vers le génie congolais. Ce génie, c'est un génie de la créativité. Malheureusement, c'est la créativité dans le mal. Parce que vous ne savez pas, je prends la diaspora congolaise. Vous ne pouvez pas imaginer la force de la créativité des Congolais de la diaspora pour survivre au jour le jour. J'ai vécu là-bas, j'ai vu ce que nous sommes capables de faire. J'ai vu comment nous sommes capables d'épouser 5 femmes françaises en même temps et de déclarer 10 enfants que nous avons laissés au Congo et de vivre comme avec rien que l'aide sociale. Il faut du génie pour faire des choses comme ça. Vraiment. J'ai vu des ingénieurs capables de détourner l'argent dans les systèmes informatiques des banques. Alors je me dis, mais un peuple qui fait des choses comme ça, pourquoi ne peut-il pas créer l'esprit du bien pour construire le nouveau Congo? Vous voyez, on parlait de la musique. C'est à Paris qu'a été créé le slogan « Esprit y a bien ». C'est quoi l'esprit y a bien? C'est des gens qui ont compris que ce que nous faisons dans le mal, nous pouvons faire dans le bien. Combien de Congolais envoient des marchandises volées ici à Kinshasa, dans les conteneurs? Mais il faut de l'intelligence pour pouvoir détourner tout ça, envoyer ici chez nous. Sûr. Mais il faut que cette intelligence soit maintenant orientée pour que nous ayons un regard positif sur nous-mêmes, voilà, que nous ayons un discours positif sur nous-mêmes et que nous encouragions les jeunes à aller dans l'esprit bien. Il y a bien, marcher la tête haute. Oui, marcher la tête haute. C'est ça le Congo qu'il fallait construire et que nous devons construire. Et il faut dire ça aux jeunes, qu'on ne peut pas être Congolais et médiocre. Ça devait être même l'un de nos slogans majeurs. On ne peut pas être Congolais et médiocre. On ne peut pas être Congolais et pauvre. C'est des choses impensables, mais il faut des gens pour les dire. On ne peut pas être Congolais et malpropre. Oui, tout c'est pas possible. Nous sommes quand même les inventeurs de la SAP. Vraiment? Alors, tout ça, ça montre le génie de tout un peuple. Hier, j'ai vu à la télévision, c'était la fête de la SAP. J'étais impressionné. Je me suis dit, mais il y a quand même chez ces peuples des choses qu'il faudrait prendre pour construire l'avenir.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui pensent à ces projets congolais pour prendre ces génies congolais, pour donner un nouveau regard sur le Congo, pour parler autrement du Congo, pour unir les Congolais, pour faire que le fait que nous soyons encore ensemble nous unisse plus et que, étant unis, nous construisions le Congo dont nous rêvons. Mais ça, c'est notre défi fondamental. Et je crois que le livre de Manjolo nous place devant ces défis-là. Qu'est-ce que nous faisons? Et ceux qui comprennent qu'il faut changer la société doivent pouvoir aujourd'hui trouver une solution à ces problèmes. Voilà comment je peux réagir à ce que nous avons entendu. Alors, Guillaume Manjolo, je vois qu'il y a d'autres personnes qui continuent de m'appeler, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Vous avez le droit de réagir quand même. On prend quand même cette dernière. 50 à Radio Interaction. Bonjour, monsieur Patrick, depuis la commune de la Gombe. Ok. Bon. Je salue Maître Guillaume Manjolo et Prof Kamana. Bonjour, Patrick. En tout cas, en TG, vraiment, prof, je suis vraiment fort et époustouflé. Hein? Donc, on a ma campagne surtout au Tico des Gobiers. En tout cas, c'est vraiment très bien. Mais aujourd'hui, on a senti que non, en tout cas, il y a des matières. Après qu'on fait comme nous, aussi, si on a la monnaie que nous, en tout cas, tout les arbres se focaliser sur le système. Parce que le système, ce que nous avons un système qui est escalé, c'est vous, le dara de la nation. Et vous avez un loco que nous, un loco tel. Il faut y avoir un zalaka bongo. Surtout, il y a un système papier. Mais ce système est aussi pour les cas. Un système qui est non, c'est pas normal. Système ok côté éducation, hein, mais pour scolariser un enfant c'est un problème. Pour scolariser donc la moyenne, il n'y a pas d'argent. Pour la rater en tout cas, pour scolariser bana donc gratuitement, mais au finish il n'y a rien. Donc le système est ok, le côté où il y a travail. Toujours un problème. Donc on ne travaille pas le système sur les mabé et on a toujours mabé m'a ramené sur tout. Ok côté baguette, au côté baguette le belé na kaka moka. Bien les zones les aussi la ils ont continué kaka. Bato côté baguette bozo mona ka bango aboy. Bozo fana kana bango, vous dormez ensemble avec eux, bozo travailler place moko. Alors comment est-ce que le système est un petit peu chanté? Ok qui n'est kaka souffrance si souffrance. En tout cas ce système m'a bien installé vraiment la kaka moka et si ce qui est un président, il est vraiment à mon idée, moi, bien. À dire que non, en tout cas, moi, je vais que tel secteur est à la bouée. En tout cas, je vais me aussi là, sans problème. C'est là qu'on a apprécié quand un peu dans le système, pour aussi les cas, pour moi, ma bé, donc, il y a là, moi, bien, on va saluer. C'est ça, que non, dans le moko, bataille, que non. Malheureusement, il est parti. Alors, Guillaume Manjolo, vous avez la parole. Oui, bon, le prof a quasiment tout dit, mais il y a un élément par rapport aux discussions qui se passent à Washington. Pourquoi est-ce que tout à coup, les États-Unis sont intéressés de pouvoir amener ces discussions chez eux? Parce qu'ils ont compris qu'effectivement, dans les processus congolais, il y a quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas conforme à ce qu'ils pensent de nous. Il n'est pas possible que Kabila discute avec Tshisekedi, commence à s'entendre. C'est pas normal. On n'avait pas prévu ça. C'est une incursion. Il faut détruire ça assez rapidement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une incursion inactuelle dans les schémas qu'ils ont implantés chez nous depuis des siècles. Voilà. De l'esclavage à aujourd'hui, la mentalité, la gestion de ces pays doit répondre à un critérium écrit par eux. Et là, il y a un souci, il y a une sorte de virus qui est rentré dans le système. Kabila discute avec Tshisekedi. Ils s'entendent, ils se voient, ils se tapent dans la main, ils s'embrassent. Non, pas dans ce pays-là. Ailleurs, on peut comprendre parce que les intérêts sont moindres, mais ici, c'est le centre du monde. Comment voulez-vous gérer les satellites et tout ça sans matière première de la RDC, sans qu'on puisse l'épuiser gratuitement? Savez-vous qu'à un moment donné,
Tenkefunguruma avait sa piste d'aviation. C'est-à-dire on ne savait même pas ce qui sortait. Donc ça sortait directement vers chez eux, on ne savait même pas ce qu'ils prenaient. Bon, le monde entier aujourd'hui, surtout le monde occidental, leur énergie c'est sur base de l'uranium. C'est chez nous, c'est au Niger. Donc si on retire ça et tout ça, ça s'éteint. Bon, ils n'ont même pas assez de soleil pour pouvoir garantir avoir l'énergie solaire. Donc il y a tout ça qu'il faut considérer, effectivement il y a un problème. Une fois qu'on commence à comprendre que ces gens-là se réveillent, ils interviennent assez militairement pour pouvoir dire non, on va le faire sauter. Et vous voyez comme ça, il y a des Congolais qui entérinent ça, qui suivent ça. Lorsqu'on on dit à Paris ou ailleurs, oui, il faudrait que Tshisekedi sorte un peu de l'emprise des Kabila, et vous avez des Congolais à l'intérieur qui répètent exactement les mêmes 45 tours. Sans comprendre qu'effectivement, les systèmes auxquels on a souscrit, c'est-à-dire cette constitution, ne donnent pas tous les pouvoirs au chef de l'État. Mais personne ne regarde ça. En se disant, c'est normal qu'ils puissent se parler parce qu'il s'avère simplement que la famille politique de Kabila a la majorité au Parlement. Et que Félix et sa famille politique n'ont que l'institution présidentielle. Et d'ailleurs, avec les derniers résultats des sénatoriales, attendez, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'il est complètement coupé de la gestion. Isolé. Parce que la Constitution, et là je prends la casquette juridique, la Constitution de son article 74 à 89 ne donne presque pas de pouvoir au chef de l'État. Presque pas de pouvoir de gestion directe. C'est à partir de 90-91, ces deux articles-là, où il y a la collaboration entre le gouvernement et les chefs de l'État. Et le gouvernement, c'est la photographie du Parlement. Ce n'est pas autre chose. Ce qui veut dire ceci, que les chefs de l'État ne peuvent pas agir directement sans passer par le gouvernement. C'est pour ça que la coalition est meilleure que la cohabitation. Alors, la voie qu'ils sont en train d'emprunter aujourd'hui, en les poussant à aller dans la cohabitation, alors, fera de lui vraiment un chef de l'État sans le moindre pouvoir. C'est comme on dit, le président règne, mais ne gouverne mais pas. c'est-à-dire que pour l'instant, ce qui lui est proposé, c'est-à-dire c'est leur entente avec Kabila, lui permet de pouvoir gouverner. Mais une fois qu'il sort de cette entente avec Kabila, dont on tombe dans la cohabitation, c'est fini, terminé. Il règne, mais il ne gouverne pas. Voilà. Mais les gens n'ont pas encore compris ça. Ils n'ont pas encore intériorisé que notre système l'impose. Et puis autre chose encore. Notre système, en ce qui concerne la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée nationale, c'est lorsqu'il y a un problème entre le gouvernement et les deux chambres ou la chambre basse. Quand il y a un problème entre les deux qui ne s'entendent pas, en ce moment-là, les chefs des deux chambres plus le gouvernement, devant les chefs de l'État, ils sollicitent la dissolution. Mais dans les cas de figure actuels de la RDC, c'est impossible parce que la chambre basse, la chambre haute seront la photographie du gouvernement. Donc c'est la même famille politique. Ils ne peuvent pas s'entre-déchirer entre eux, ils vont se gérer. Okay. Voyez-vous? Donc il n'y a pas une option laissée au chef de l'État pour pouvoir dissoudre de son propre chef. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas compris ça, donc on n'a rien compris du tout. Bon, un autre élément, lorsque je suivais les cris de détresse de Dofi par rapport à la main tendue en train de se noyer, la jeunesse qui se noie, qui tend la main pour être sauvée par l'élite. Mais on a un problème. Est-ce que le mot élite aussi me pose problème en cette République? J'ai difficile à coller élite à une population qui gère le pays, dans la mesure où, j'ai pris cet exemple hier, on est sur une piste d'aviation, il y a des avions qui sont au sol, qui n'arrivent pas à décoller. Ah ben, les pilotes sont là. Ben oui, mais bon, cet avion-là est trop compliqué. Ben oui, mais donc c'est pas l'élite, ce ne sont pas des pilotes. Donc il faut faire décoller les avions pour estimer qu'on est effectivement élite. On n'arrive pas à décoller. Donc il y a un souci par rapport à cette étiquette-là, en fait, d'élite. Okay. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Et je ne pense pas, comme disait Patrick tout à l'heure, c'est une question des régimes. Non, c'est la culture elle-même. Et là, j'ai rejoint de nouveau les profs en détachant un peu l'histoire de la connaissance pure universitaire, en se concentrant sur la révolution culturelle. C'est elle qui va maintenant nous indiquer quels sont les outils nécessaires qu'on doit mettre dans notre éducation pour former nos gens. Tant qu'on n'a pas fait cette révolution culturelle, nous indiquant la voie à suivre, on aura difficile à pouvoir lever l'option. Quelle est l'option qui est l'option congolaise? Les logiciels congolais, on les construit sur quel fondement? On ne peut les construire que sur la base de la culture congolaise, cette renaissance congolaise, cet homme nouveau congolais
qui part des scories de notre histoire pour nous indiquer ce que nous avons été, qui a été très très bien, les points de départ des mathématiques, parce que jusque-là, j'ai pas encore, par rapport à mes recherches, à part les bâtons d'Ishango, on n'a encore rien trouvé. D'ailleurs, c'est ce qui est parti d'Ishango pour descendre vers le Nil qui est parti jusqu'en Égypte antique, qui a nourri l'essentiel. Et tout ce qu'on retrouve au 5e siècle, par exemple, ici, les travaux sur le cuivre qu'on trouve dans les Katanga, il y a énormément de vestiges où on voit les gens travaillaient déjà sur le cuivre, faisaient beaucoup de choses par rapport à ça. Bon, on voit un peu plus loin à Tombouctou, où on a des manuscrits de Tombouctou. Mais les gens ont écrit. Et puis cette histoire, c'est pareil que ce que refusaient ou rejetaient les professeurs par rapport à cette histoire de les Noirs ne lisent pas, ou les Noirs ont toujours été... Moi, je ne suis pas d'accord que les Noirs ont toujours été dans l'oralité. C'est une histoire montée, l'écriture a existé, mais malheureusement, on n'a pas récupéré. On a eu un malheur, au fait, chez nous, et c'est ce qu'on a vu aussi dans l'Égypte antique, c'est qu'il y avait des petits groupes d'initiés. C'était pas la connaissance n'était pas donnée quasiment à tout le monde. C'était vraiment, on initiait de tout petits groupes et tout, hein, et qui gardaient cette connaissance-là de manière jalouse, ce qui est devenu quasiment la sorcellerie, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours un tout petit noyau qui garde l'essentiel de la connaissance, on n'a pas donné. Et ma femme me disait sur un sujet précis, dit voilà, chez nous, les ancêtres disent que à l'Équateur, il y avait un système selon lequel, lorsque les ennemis arrivaient dans un village, il y avait un mécanisme de la disparition du village. Oui. Les villages disparaissaient. Oui. Mais il y avait un village ici, mais il n'y a plus de village. Oui. Donc, ça existait même pas, dans le Bandundu. Ben voilà, même pas, on ne fait pas la guerre. Par d'autres mécanismes, on était capable de pouvoir... C'était un monde extraordinaire, largement au-dessus de ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. On n'exposait même pas la population à pouvoir se battre parce qu'il y avait d'autres systèmes de fonctionnement par rapport à ça. Un peu comme le Wakanda. Hein? Oui, mais comme le Wakanda. Oui. Les Wakanda, c'est vraiment une recherche liée à notre système. C'est-à-dire ce sont les gens qui ont réfléchi. Mais les Wakanda, c'est la RDC. Les gens se cherchent à... C'est la RDC. Non, mais les Wakanda représentent exactement les pays qui recèlent les matières premières à de très hauts niveaux et qui a eu des connaissances très élevées depuis très longtemps. Une technologie élevée. Qui n'a pas appliqué ça, malheureusement. Aujourd'hui, qui ne peut pas appliquer ça. Il suffit qu'on fasse d'abord, professeur, la révolte métaphysique, la révolution culturelle, de sorte qu'on puisse aller puiser dans notre système ce qui est nécessaire et comment on peut l'enseigner proprement. C'est un projet, c'est un long projet, difficile, mais il faut les gens pour pouvoir essayer. Cette utopie-là, ça peut devenir un rêve, un vrai rêve, et une espérance. Pour l'instant, on n'a ni utopie, ni rêve, ni espérance. Merci beaucoup Guillaume Anjolo et merci également à vous professeur Kamana. Il y a un auditeur qui voulait tellement, c'est un fan qui voulait vraiment vous écouter aujourd'hui, vous deux. Malheureusement, il m'appelait sur mon portable. Nous, on l'appelle Spectre. C'est monsieur Théophile Yinda. Il y a quand même une question, une toute dernière question. Bon, je vais le prendre quand même. Monsieur Théo Yinda, bonjour, vous êtes en direct d'Interaction. Bonjour, Cathy, c'est comme ça qu'on t'appelle par ton petit nom. Je suis en train de suivre ces deux érudits, mais on est fiers qu'on puisse encore en avoir au Congo. Malheureusement, il reste très peu de temps et je regrettais de n'avoir pas participé au vernissage. Vous m'avez invité, malheureusement, l'invitation n'est pas parvenue à temps, moi-même j'étais à Kingé. Mais là, rapidement, je me mordais un peu le doigt. Et je me disais, mais bon, écoutez, il faut, quand j'entends mon frère Manjolo dire, vers la fin, vers la fin, dans sa dernière intervention, je sens comme une certaine lassitude, comme un découragement, alors qu'il faut que la flamme commence à flamber, si je peux le dire ainsi, et à court terme et à moyen terme. Ce qu'il faut, en fait, quand on a besoin d'une révolution culturelle, mais il faut commencer par l'éducation, par l'école. Il faut compartimenter les choses selon le temps, c'est-à-dire prendre le court et peut-être le long terme. C'est long, ça sera une longue bataille. Mais maintenant, moi je dis banalement comme ça, en simplifiant les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par où on a mal? Le mal nous ronge par la tête. C'est l'élite. Lui-même reconnaît qu'on n'a même pas d'élite. L'élite, c'est celle qui dirige. Mais qui dirige dans ce pays?
qui dirige dans ce pays. Je n'ai pas envie de me moquer comme ça ouvertement et publiquement. Nous n'avons qu'à nous regarder. Qui sont au poste de commande? Lui sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Personnellement, je pense qu'il faut là, s'il y avait des conseils à donner à ceux qui dirigent maintenant, s'ils peuvent avoir un brin de conscience, de prise de conscience, c'est de monter une institution, une structure où les gens peuvent se retrouver pour réfléchir et que ça soit officialisé. Avoir une institution où les gens qui ont l'amour de réfléchir réfléchissent rapidement. L'intelligentsia. Oui, réfléchir sur des problèmes. En fait, ici, l'élite ne fait rien, ne réfléchit pas sur des problèmes. Il faut qu'il y ait une structure qui réfléchit sur le problème, qui réfléchit sur la société. Quels sont les problèmes de la société? Qui les inventorie et qui les présente à l'élite, boiteuse soit-elle, mais c'est celle-là qui les présente à l'élite et pour dire à l'élite, voici l'urgence, voici ce qui doit être fait, ce qui doit être fait maintenant et après-demain et après-demain. Et si nous ne commençons pas comme cela, ça sera difficile. Et même pour accéder au poste de commande, il faut créer une institution après l'université, par exemple. Ça, c'est vraiment le court terme. Après l'université, comme on faisait peut-être à Makanda-Kabobi, à l'Institut Makanda-Kabobi, que les universitaires, en fait, ceux qui ont fini le cycle, le dernier cycle, quand ils finissent, avant de venir à la profession, à la vie professionnelle, qu'ils passent par ce moule, qu'on les forme à l'amour de l'identité, à l'histoire de notre pays, à notre culture, aux besoins de développement de notre pays. Pendant peut-être une année, qu'on leur inculque le nationalisme, mais le nôtre. Regardez là où nous sommes aujourd'hui, nous vivons des emprunts. La démocratie. Mais est-ce que nous, la démocratie occidentale, est-elle adaptée à nous? Est-ce que nous sommes des gens qui devons gérer le pays dans une démocratie où il y a des gagnants et des perdants? Nous, on n'est pas comme ça en Afrique. Nous, on gagne pour tout le monde, on perd pour tout le monde. Généralement, on gagne pour tout le monde. Regardez en famille comment nous gérons notre Afrique. Quand il y en a un qui a réussi, mais il a réussi pour toute la famille et pour tout le clan. Jamais on est coupé des autres. On dit nous sommes des gagnants, les autres sont des perdants, et les perdants resteront perdants jusqu'à ce que les choses changent. Ça crée une démocratie de jalousie, de la haine. Donc les autres, ceux qui ont gagné sont au pouvoir, ceux qui n'ont pas gagné travaillent pour les évincer totalement, même s'ils n'en ont pas les moyens. S'ils n'ont que le moyen de les tuer, de les éliminer, tant mieux, tant pis. Voilà, donc il faut qu'on réfléchisse rapidement. Demander peut-être au pays, aux gens qui gouvernent actuellement, qu'on ait une institution où les scientifiques, où les penseurs se retrouvent pour vite inventorier les problèmes immédiats de notre société et les présenter peut-être sous un tableau, une typologie pour dire commençons par ceci, par cela, et on réfléchit. Parce qu'on ne réfléchit pas encore. Là, bon, on réfléchit. Moi, Jolo réfléchit peut-être seul, le professeur Kamara réfléchit peut-être seul. Mais quand est-ce que les gens qui ont un peu étudié, on va dire étudié, qui ont des diplômes, peuvent se retrouver quelque part, créer un cercle pour réfléchir et que ce cercle-là soit officialisé, que l'État donne leur quitus de réfléchir et de continuer. Nous devons, on va dire, on a des institutions. Merci beaucoup, Spectre. On doit malheureusement vous arrêter parce que le temps nous fait défaut. Notre Parlement est truffé de tout le monde. Regardez les gens qui y sont. Regardez les gens qui y sont. Si on doit dire le Parlement réfléchit, même le Parlement ne réfléchit pas. Regardez même dans la Constitution. Mais il y a des articles qui nous ont mis dans des problèmes. Et pourtant, certains pseudo-intellectuels y étaient quand on composait cette Constitution. Mais il y a eu des fautes. Il y a eu des choses graves qui nous ont mis dans des situations dans lesquelles nous sommes. Donc, il faut vite faire. On se retrouve, on crée des cadres où les gens réfléchissent, mais que ces cadres-là soient reconnus officiellement et avec un pouvoir de dire à ceux qui dirigent, voilà comment le pays doit être dirigé, en sortant un peu des institutions classiques, institutions, gouvernement, machin. Merci. J'espère qu'un jour on participera à une autre édition ensemble comme ça de vive voix, on pourrait échanger. Là, je vous ai pris un peu comme ça, d'une manière un peu à la surprise, comme ça. Mais il faut absolument que le peu de gens qui restent, comme les deux qui sont avec vous là-bas, puissent un peu étoffer leur cercle, leur périmètre,
pour qu'on se mette à réfléchir et qu'il réclame aux institutions étatiques établies la reconnaissance de cette charge de réfléchir à la place de ceux qui dirigent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Théo Yinda. Nous, on l'appelle Spectre, hein, c'est comme ça qu'on est habitué à s'appeler entre amis. Et ben, voilà, vous voyez, professeur, que la responsabilité qui vous incombe à vous et à Guillaume Anjolo n'est pas de moindre. Vous avez une lourde responsabilité. C'est comme on le dit, avoir des pouvoirs implique de grandes responsabilités. Et la connaissance est un pouvoir. Vous avez la connaissance, vous devez être ce soleil qui se place au-dessus pour illuminer toute une nation. Donc, vous avez la responsabilité. Merci encore à vous, professeur Kamana, et Guillaume Anjolo également. C'était un honneur de vous recevoir ce lundi. Nous commençons la semaine avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de beauté et de bonté. Ouf, j'aime. C'est poétique et c'est tellement bon. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps de nous suivre en direct, on se retrouve donc, moi je vous retrouve mercredi, mais la rediffusion c'est à 23h15 heure de Kinshasa après la dernière édition du journal. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Bineni bakoloba apusaka lofundu ebembe ya nsoso matanga te nalanga nzembo nalanga makambo mabele la vilanga yo oya bayanke falanga nasalaka ya mbenga na likaya mwasi ya boya ngai kasi kopo ya masanga ve etoko na ngai nasomba mpona kilibai tokoluka tozipa miso ntongo etanela na mesa nakolata kaki na lipapa o mpona yebi ye mokolo tokokufaka tokendeke na dra ya pembe ata ozali riche joe mabele o ngai nalela ye mama mpokwa ekomi omoi mokokota e butu ekoinda mokolo bwamba ndoki banganga libala oyo ya mwana na kati masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama nalola tangelaka mwana nkombo ya papa masiya mokili ekokufa masumu maleki kasi nkombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verite mondele akoki te mabele o ngai nalela ye mabele bana oke